il y a un budget, il faut mettre en place un projet, il faut conserver le budget. Il faut organiser des séminaires, bien sûr, pour le budget. Et s'il y a ce glissement dangereux, alors l'objectif, c'est que la finalité, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que finalement, on se retrouve avec beaucoup d'efforts en termes de développement et peu de résultats. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr faire une surévaluation de l'évaluation. Mais dans un premier temps, de quoi il s'agit? Le surévaluation, en fait, c'est un mot composé. Il y a le suivi et il y a l'évaluation. C'est deux choses qui sont complémentaires, mais qui sont différentes. Le suivi, c'est le monitoring, c'est l'opération qui consiste à suivre méticuleusement le fonctionnement d'un système ou d'un processus en temps réel. Parmi les objectifs du suivi, on peut en citer bien sûr le suivi qui nous permet d'identifier les objectifs du programme, identifier les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des objectifs fixés par le programme, fixer les objectifs à atteindre à une date donnée, et la mise en place d'un système de suivi des objectifs et informer les objectifs. Ça, c'est le suivi. En avance, l'évaluation, c'est une évaluation systématique et objective des résultats obtenus par le programme. En d'autres termes, l'évaluation cherche à prouver que les changements dans les structures ne sont dus qu'à des politiques spécifiques. L'évaluation permet de voir l'efficacité des programmes mis en œuvre, mais aussi elle nous permet de voir l'écart entre les résultats prévus et ceux réalisés. C'est ce qu'on appelle une évaluation opérationnelle. Donc, cette évaluation opérationnelle cherche à comprendre si la mise en œuvre des programmes se déroule comme prévu. Le monitoring maintenant combiné à ce suivi d'évaluation nous donne le système de suivi d'évaluation. Donc, je le vois pratiquement dans le prochain projet. Le suivi d'évaluation permet de répondre à ces questions suivantes. Est-ce que les ressources ont été allouées comme prévu? Ici, pour nous répondre. Est-ce que nous avons produit des résultats escomptés? Si nous avons prévu de construire 10 stades de santé, est-ce qu'en réalité nous avons construit 10 stades? Ça, c'est le problème, c'est la question à laquelle le suivi peut répondre. Est-ce que les bénéficiaires suivis en ont bénéficié? Parce que bien sûr, souvent, il y a des déterminants d'objectifs. Effectivement, on dit qu'on a un projet de lutte contre la pauvreté, un projet d'amélioration de la sécurité alimentaire, mais en réalité, les fonds ont été utilisés pour faire autre chose. Donc, du coup, le suivi ne permet pas de répondre à cette question, est-ce que les bénéficiaires ciblés en ont réellement bénéficié? Mais ça, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante pour mesurer l'impact. Parce que l'impact, c'est autre chose. L'impact, on va savoir, est-ce que les actions, n'est-ce pas, mises en œuvre, ont effectivement changé les conditions de vie des bénéficiaires. Si, par exemple, aujourd'hui, on construit un hôpital, n'est-ce pas, est-ce que l'hôpital a amélioré ou bien a réduit la prévalence du paludisme? Ça, c'est un impact. Mais est-ce que l'hôpital a été fréquenté? Ce n'est pas un impact, c'est ce que nous appelons l'effet dans le chat. Donc, ici, le suivi nous permet de voir effectivement si cet hôpital-là a été fréquenté, mais l'impact vient pour mesurer est-ce que la fréquentation a une conséquence positive ou négative sur ce qui fréquente cette personne. Donc, quand nous mesurons l'impact d'un projet ou d'un programme, ça ne dépend pas seulement du projet. Ça dépend bien sûr de l'environnement dans lequel le projet a été mis en place, mais aussi de la réaction des bénéficiaires. Parce qu'il arrive effectivement de mettre en place un projet et les bénéficiaires se détournent de ce projet. J'ai vu un exemple où dans un village, il n'y a pas de pays, où on a construit un poste de santé dans la localité et personne ne fréquente le poste de santé. Et quand nous sommes venus, on leur a posé la question, mais pourquoi vous ne fréquentez pas ce poste de santé? Ils ont dit, c'est ce qu'ils ont construit. Ils ne doivent pas demander notre avis, parce que tout simplement, le lieu où le poste a été construit, c'est un lieu hanté. Comme c'est un lieu hanté, donc on ne va jamais y aller, bien sûr, pour se faire construire. Donc ça, c'est la réaction des bénéficiaires. Donc, l'impact d'un projet dépend de l'environnement dans lequel ce projet a été mis en place et de la réaction de ces bénéficiaires. L'évaluation d'impact nous permet de savoir si les changements intervenus dans le bien-être des individus sont dus au programme ou bien à d'autres facteurs. Parce que n'oublions pas que l'évaluation d'impact, c'est un outil à la décision. Ça permet juste de voir est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou est-ce que vraiment nous avons emprunté un autre chemin. Mais quand on met en place un programme quelque part, mais il va y avoir d'autres facteurs qui peuvent influencer les résultats.
bien sûr, du programme. Si c'est un programme d'amélioration des revenus, il n'y a pas de programme qui peut améliorer le revenu des gens. Il peut y avoir autre chose. On a un fils qui travaille à l'étranger, qui envoie à chaque fois de l'argent, etc., etc. Mais l'évaluation d'impact nous permet de spécifier, ou bien de capter l'effet dans cette évaluation du revenu, quelle a été la contribution. C'est ça, c'est l'évaluation d'impact qui nous permet de répondre à cette question. Pas le suivi d'évaluation. Le suivi d'évaluation nous permet de dire, oui, vous avez construit tant de cases de santé, tant de postes de santé, vous avez mis en place tant de coopératives agricoles pour une durée de telle. Ça, c'est le rôle du suivi. Mais l'évaluation nous permet de voir quelle a été la conséquence, bien sûr, de ces différentes actions. L'évaluation du d'impact nous permet de savoir si l'intervention du programme mérite d'être soutenue, si le programme doit être poursuivi, élargi ou bien carrément abandonné. Si vous évaluez un programme, vous vous rendez compte que ce programme a un impact négatif. Vous faites plusieurs passages d'impact négatif, c'est 13. Il ne faut pas qu'on vienne gaspiller de l'argent, ce programme mérite d'être arrêté. Tant que vous n'avez pas la possibilité de réorienter, il faut arrêter le programme. C'est ça la vie. Parce qu'on veut mesurer l'utilité du franc investi. Fondamental. L'évaluation opérationnelle se rapporte à la mise en œuvre efficace d'un programme en fonction des définitions du programme. L'évaluation d'impact est un effort pour comprendre si les changements dans le bien-être sont dus au programme ou bien est-ce que c'est dû à d'autres facteurs. C'est comme si aujourd'hui on met en place un programme agricole de distribution de semences. À la fin du processus, il y a une bonne pluviométrie et finalement les gens ont eu un bon temps. Est-ce que c'est la pluie ou bien est-ce que c'est les semences? La question se pose. L'évaluation d'impact nous permet de faire la part des choses. Quelle a été la part de la pluie et quelle a été la part des semences certifiées qui ont été distribuées bien sûr dans le cadre de ce projet. Donc l'évaluation opérationnelle, c'est quelque chose qui est complémentaire à l'évaluation d'impact, mais ne se substitue pas. L'évaluation opérationnelle, c'est l'évaluation du suivi évaluation. C'est comme ça que je l'appelle. Dans le suivi évaluation, c'est l'évaluation du suivi évaluation, c'est l'évaluation opérationnelle. Et l'évaluation d'impact, bien sûr, ça permet de voir les actions mises en œuvre, comment cela a affecté le bien-être des populations. Donc voici un schéma classique entre le suivi et l'évaluation. Le suivi, c'est quoi? Le suivi, alors c'est les infos. C'est-à-dire pour la mise en place d'un programme, on a besoin de trois ressources. On a besoin de ressources financières, de ressources humaines et de ressources matérielles. Après ça, il nous faut mettre en place des activités. Les activités vont produire des biens, n'est-ce pas, et services. Ça, c'est le suivi. Maintenant, comment cela a affecté les gens? On va parler d'effet et d'impact. Ça, c'est bien sûr l'évaluation d'impact. Donc, du coup, vous voyez que c'est deux choses qui sont complémentaires, mais qui ne se substituent pas. Mais pourquoi nous évaluons? Mais on évalue parce qu'on pose la question, est-ce qu'un programme fonctionne? Est-ce que devrait-on continuer un programme A ou bien l'arrêter? Pour améliorer le fonctionnement d'un programme, devrait-on financer un programme A ou bien un programme B? Si nous évaluons, on a la possibilité de répondre à ces interrogations. Et c'est ça, en réalité, l'objectif fondamental de l'évaluation. Vous savez, dans nos pays, les ressources publiques sont rares pour l'obligation de la transparence dans la gestion de l'eau. Et l'évaluation d'impact nous permet de savoir si effectivement ces ressources ont été bien utilisées. Dilapidé des ressources publiques est toujours mauvais, mais c'est criminel dans ce pays. Il y a des pays qui n'ont pas besoin d'évaluer. Si vous avez tellement de moyens et beaucoup d'argent, si on organise alors, les compétitions sportives dans des stades climatisés, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'évoluer, ils ont beaucoup de moyens. Mais nous qui n'avons pas beaucoup de moyens, nous avons besoin d'évoluer et de voir quelle est l'utilité bien sûr du fonds qui a été investi. Mon opinion personnelle maintenant, la qualité technique d'une évaluation d'impact devrait être inversement proportionnelle à la richesse d'un pays. Si vous êtes riche, vous faites dilapider des ressources, ça ne gêne personne. Mais si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas. Et en général, le coût d'une évaluation d'impact, c'est une petite fraction du total du programme. On a l'habitude de dire que les évaluations d'impact coûtent cher. Et généralement, si vous regardez un programme, un projet de budget de communication est plus élevé que le budget de l'évaluation. Donc, ce n'est pas fondamentalement quelque chose de cher. Et en plus aussi, ça permet de réorienter, n'est-ce pas, les milliards que vous dépensez. Est-ce que vous êtes en train de bien faire le travail?
c'est en économie. Tout comme le bien public a un sens différent pour un journaliste de part et pour un économiste de l'autre, le terme d'évaluation d'impact porte souvent à confusion. En effet, il est fréquent que l'on appelle l'évaluation d'impact un exercice qui ne l'est pas du tout. Très souvent, les gens se basent sur l'évolution du groupe de bénéficiaires et tirent des conclusions, ce qui est une erreur fatale. Ce n'est pas ça l'évaluation. On a vu plein de rapports. Les projets de programme, on parle d'évaluation d'impact. Vous avez juste suivi le groupe de bénéficiaires. Si vous suivez le groupe de bénéficiaires, vous avez fait certaines évaluations, mais vous n'avez pas fait une évaluation d'impact. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire maintenant dans une évaluation d'impact? C'est ce que j'appelle les méthodes à problème. Vous savez, alors, mon expérience m'a permis de voir qu'il y a plein de programmes qui ne décident pas initialement d'évoluer. Oh non, c'est cher, ça c'est de la recherche, c'est des choses compliquées, c'est de la recherche, c'est des choses compliquées. Ils n'évoluent pas. À la fin du programme, ils se rendent compte qu'ils ont fait de bons résultats. Ils disent, oui, maintenant on va évoluer. Vous ne pouvez pas évoluer parce qu'on évolue dès le départ. Il y en a qui disent aussi que l'évaluation d'impact, on mesure ça de façon bien après la fin du programme. C'est des idées de ressources, ce n'est pas ça. On peut mesurer l'impact d'un programme au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, etc. Tout dépend de la sensibilité de l'indicateur, n'est-ce pas, que nous mesurons, notre indicateur d'impact. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cela qui disent, écoutez, moi, je n'avais pas décidé, j'avais prévu de ne pas évoluer, mais au finish, j'ai fait un bon résultat et je vais évoluer. Maintenant, il y a des gens courageux qui viennent, parce que pour évoluer, il faut une étude de référence, il faut une situation de référence. À l'instant T égale à 0, au moment du démarrage de votre programme, quelle était la situation? Vous ratez cette situation. Maintenant, il y a des gens qui viennent, qui font ce qu'on appelle de la reconstitution subjective. C'est pas la reconstitution subjective, c'est-à-dire que vous êtes là en 2024. Vous devez évoluer le programme, et le programme a démarré en 2020. Vous dites aux bénéficiaires, par exemple, si c'est le revenu, notre indicateur d'impact, vous lui dites quel est votre revenu? Il dit oui, actuellement je gagne 10 000 francs par jour. Il dit quel était votre revenu en 2020? Il dit oui, en 2020, donc j'ai gagné 5 000 francs par jour, donc vous dites que la différence là est au problème. Ce n'est pas juste. Parce que là, cette approche, elle est fortement subjective. Parce que si vous êtes content du programme, vous allez dire qu'avant, vraiment, j'étais pauvre. C'est grâce à ce programme-là que vraiment, j'ai gagné premièrement. Et si vous n'êtes pas content du programme, vous dites le contraire. Donc, on ne reconstitue pas une situation de référence. On fait une situation de référence au moment du développement. Donc, la méthode de la reconstruction subjective, si vous voyez ça quelque part, c'est une méthode. Mais il y a une autre méthode très populaire, qu'on appelle la méthode avant-après. On regarde la situation du programme à l'instant T, là ils ont fait une étude de référence. C'est-à-dire à l'instant T égale à 0, au moment du démarrage, ils sont venus, mais ils ont suivi que les bénéficiaires du programme. Toujours avec le revenu. Au début, il avait dit que, voilà, à l'instant au moment de la mise en place du programme, il avait un revenu de 10 000. Au bout de 4 ans, on vient, on lui pose la même question, il dit que maintenant j'ai un revenu de 20 000. Vous, en tant qu'évaluateur d'impact, si vous dites l'impact du programme, c'est 20 000 moins 10 000, c'est-à-dire que le programme a permis à ce monsieur d'avoir 10 000 francs de plus, c'est complètement faux. C'est ça la méthode avant. Parce que rien ne nous dit que c'est le programme qui a l'origine de cette augmentation. Les gens sont dans un environnement, ils évoluent, même sans le programme, les gens évoluent. Donc, vous prendre tout et dire que c'est le programme qui a l'origine de ça. C'est une erreur. On a tendance souvent à sous-estimer ou bien à surestimer l'impact du programme. Et là, l'évaluateur peut-être à l'aise si le résultat est positif, mais si le résultat est négatif, si avant il avait 10 000, maintenant la commune est passée par là, il se retrouve avec un revenu de 5 000, qu'est-ce que vous allez dire? C'est le programme qui a diminué le revenu de ses bénéficiaires de 5 000? Non, cela veut dire qu'en réalité, c'est une méthode qu'il ne faut pas utiliser, parce que c'est une méthode qui est fortement biaisée. Les effets d'anticipation. En réalité, là, il ne s'agit même pas d'une méthode, mais c'est juste dans la mise en place de l'autre. Quand on donne l'information de tout ce qui va être fait, les bénéficiaires vont anticiper. Et là, vous risquez de rater votre cible. On a eu dans le passé au Sénégal des programmes qui travaillaient avec
les organisations de production. L'information a été donnée, les gens ont anticipé sur la mise en place, parce que pour y être bénéficiaire, il fallait avoir une organisation de producteurs. Les gens sont partis créer des GIE, des coopératives, et donc on a eu des GIE familiaux où le président c'est le mari, la présidente ou la trésorière c'est la femme, les enfants sont des membres du GIE, pour capter tout simplement les ressources. Là on fait, c'est de l'effet d'anticipation. Quand vous donnez l'information, les gens ont tendance à anticiper, et cette anticipation pour faire de sorte que vous risquez de rater votre cible en ligne. Et ce qui s'est passé avec ce programme-là, bien sûr, au Sénégal, très rapidement, on s'est rendu compte que le programme a amélioré le niveau des bénéficiaires, en fait, le niveau de vie des bénéficiaires, mais seulement pour les gens qui sont riches. Les pauvres sont laissés en rade parce que les pauvres n'ont pas cette capacité d'anticipation. Donc, du coup, au lieu d'aider les pauvres, vous êtes en train d'aider les plus riches, n'est-ce pas, dans la zone d'intervention, ce qui est quand même une erreur très grave, et l'origine de ça, c'est bien sûr cette histoire d'anticipation. Maintenant, l'objectif, pourquoi vous évoluez? Quels sont les objectifs? Et quel est le style d'effort? L'objectif, on va mesurer de manière robuste les changements induits par une intervention sur ces bénéficiaires. Et de façon robuste. C'est-à-dire avec toute la rigueur méthodologique. Dire que le franc investi, ça a servi à ça. On évolue aussi pour appréhender l'hétérogénéité de ces effets entre les différentes populations. L'hétérogénéité, c'est hyper important ici, parce qu'un impact n'est jamais homogène. Un programme n'impacte pas de la même façon chez les hommes comme chez les femmes. Ça n'impacte pas de la même façon entre les différentes localités, en tout cas dans ces zones d'intervention. Si vous mettez un programme à Dakar et à Ziguinchor, il y a de fortes chances que l'effet Dakar soit différent de l'effet Ziguinchor, parce qu'ils ne sont pas dans le même environnement. Donc il faut maintenant, après avoir obtenu un impact global, de capter l'hétérogénéité, quelle a été de façon plus spécifique l'impact à Dakar et l'impact donc à Ziguinchor. C'est ça l'hétérogénéité. Mais en plus, on n'évolue pas pour évoluer, mais on évolue pour pouvoir répliquer le programme. C'est pourquoi j'ai dit ici, comprendre et tester les mécanismes liant l'intervention à la réalisation de ces impacts, afin d'en évoluer la réplicabilité. Parce qu'on évolue pour que demain, si on veut agrandir, si on veut élargir le programme, bien sûr on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et quels sont les mécanismes par lesquels, en faisant ça, on peut aboutir à un impact positif, bien sûr, chez les bénéficiaires. Donc, j'ai dit donc, le succès d'un projet dépend à la fois des ressources utilisées, de la qualité de sa mise en œuvre, qui est le suivi d'évaluation, de sa capacité à atteindre ses bénéficiaires ciblés, qui est toujours, bien sûr, le suivi d'évaluation, et bien sûr, il y a des impacts sur ces bénéficiaires, qui est l'évaluation d'impact. Maintenant, le ce n'est pas là. Quand on évalue, il faut le contre-factuel. Ce terme peut être technique, mais c'est juste le groupe de comparaison, le groupe témoin. Si vous n'avez pas de groupe témoin, vous ne pouvez pas évoluer. C'est ça la vie. Vous vous rappelez ici de l'histoire des vaccins pendant la Covid. On dit que le Sinopharm était efficace à 80%, le Johnson à 95%. C'est juste des évaluations de mais avec un contre-factuel. Oui, et d'ailleurs, c'était le conflit, merci beaucoup, le conflit entre le professeur Raoul de Marseille et la communauté scientifique. Parce que lui, quand les gens lui ont dit, vous avez dit que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine règlent le problème donc de ça soigne donc la Covid, oui, votre échantillon témoin. Alors l'échantillon témoin, c'est quoi? C'est-à-dire, parmi les gens qui viennent se faire soigner, il y a des gens qui ne vont pas être traités. Et on traite les autres. Donc, les gens qui ne vont pas être traités risquent de mourir. Il dit, lui, c'est un médecin, alors sa mission, c'est de soigner les gens. Les gens lui ont dit, mais acceptez de tuer certains pour sauver l'humanité. Donc, il y avait ce conflit qui était là. Donc, cela dit qu'il y a un élément de comparaison. Si nous n'avons pas un élément de comparaison, on ne peut pas capter l'effet net, n'est-ce pas, du projet sur ses bénéficiaires. Donc, il nous faut avoir un contre-facteur. Maintenant, il y a tout un tas de techniques qu'on utilise pour déterminer le contre-facteur, pour dire que c'est hyper important, c'est tellement important. On ne peut pas évoluer un programme sans contre-facteur. Les médecins sont plus chanceux que nous, parce que les médecins, pour tester, alors l'évaluation aussi existe depuis la nuit du temps, c'est-à-dire tous les médicaments que vous consommez ont fait l'objet d'une évaluation d'impact clinique. Tout. Mais les
médecins ont la possibilité d'avoir de bons groupes de comparaison parce qu'ils travaillent sur les cellules. Quand vous démultipliez une cellule, vous avez deux cellules, mais qui sont identiques parce qu'ils ont la même ADN. Ils ont le même ADN, excusez-moi. Ils ont le même ADN. Donc, du coup, si vous traitez un groupe de cellules, vous laissez l'autre, mais ces deux cellules sont similaires. Donc, l'évolution de ces deux cellules dans le temps, bien sûr, ce n'est rien d'autre que l'impact du traitement que nous avons donc appliqué. Nous sommes des économistes. On ne peut pas coloniser des individus, on ne peut pas coloniser des villages, on ne peut pas coloniser des communautés. C'est pourquoi plusieurs techniques ont été développées, bien sûr, pour essayer d'avoir l'élément de comparaison, n'est-ce pas, le plus juste possible. Donc, c'est ce que j'appelle le cinétoire. Et maintenant, je termine par quelque chose de très très important dans le suivi et l'évaluation, la théorie du changement. J'ai intitulé la théorie du changement une nécessité impérieuse. C'est quoi la théorie du changement? C'est une méthode qui explique comment une intervention donnée ou un ensemble d'interventions sont censées conduire à un changement précis sur le plan du développement grâce à une analyse des liens de cause à effet fondée sur les éléments de contexte. Vous savez, tout projet doit avoir sa théorie du changement. Le projet doit avoir sa théorie du changement. Le programme doit avoir sa théorie du changement. La politique doit avoir sa théorie du changement et même la vision, le référentiel vision 2050 doit avoir sa théorie du changement. Parce que c'est la théorie du changement qui nous permet de voir le processus par lequel vous allez obtenir vos résultats. Donc, en mettant cette théorie du changement, on part toujours, quand on crée un projet, mais quand on met en place un projet, on part toujours par un diagnostic, par un constat. Qu'est-ce qui nous a poussé à mettre en place ce projet? Sur la base de ce constat, vous allez mettre des activités. Quand vous mettez des activités, il y a deux choses à prendre en compte. Vous allez poser des hypothèses. Si je fais ça, ça va marcher. C'est une hypothèse, on ne sait pas si ça va marcher. Il faut énoncer ici les risques. N'est-ce pas? Quels sont les risques, n'est-ce pas, à mettre en place un tel projet? Et enfin aussi, la théorie du changement, il spécifie donc les résultats. C'est que nous avons les outputs, les outcomes et bien sûr l'impact. Donc, la théorie du changement est fondamentale et on n'a pas la culture de mettre en place cette théorie du changement dans nos projets propres. Les choses commencent à changer. Et j'étais dans des pays où j'ai posé la question au responsable du projet, quelle est votre théorie du changement? Il dit, moi, je n'ai pas de théorie du changement. Si vous n'avez pas de théorie du changement, eh bien, vous faites un pilotage en vous. Donc, votre tableau de bord, c'est la théorie du changement. Moi, j'ai dit que là où on met les plaques du projet, on doit mettre en bas sa théorie du changement. Donc, tout le monde a conscience, effectivement, les activités à faire, où est-ce qu'on doit aller, et bien sûr, le chemin à suivre. Le bureau opérationnel de coordination et de suivi et le président de la République, toujours dans le cadre de l'exécutif, a créé notre bureau à la présidence. Mais il y a tout un enjeu de coordination qui est donc aujourd'hui mis en œuvre, c'est-à-dire qui est parce que la ligne d'action qui s'est fixée au président de la République, c'est de faire en sorte que l'évaluation, la réussite des politiques publiques soit une co-responsabilité entre les évaluateurs et les décideurs publics. Parce que généralement, l'évaluation est considérée comme un contrôle, un jugement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de résistance, problème de données, problème d'implication au niveau des décideurs publics. Maintenant, c'est une co-responsabilité. C'est-à-dire que le président Bassirou Diomaye Faye considère que si les politiques publiques échouent, c'est peut-être les évaluateurs qui ont d'abord échoué. C'était à eux de donc fournir les éléments d'appréciation, les données courantes, les statistiques, les informations qui auraient pu permettre de faire des réflexions stratégiques dans les stratégies publiques pour pouvoir les ajuster par rapport à des trajectoires qui n'étaient pas les bonnes. Voilà, donc maintenant la pression a changé de camp. À l'époque, c'était peut-être les décideurs publics qui avaient la pression pour réussir, mais aujourd'hui même l'évaluation devient de plus en plus, donc ceux qui sont chargés de l'évaluation subissent également des pressions parce qu'ils sont impliqués, ils sont tout à fait responsables au même titre des trajectoires qui vont prendre les politiques publiques. Donc maintenant la ligne qui est déclinée, nous sommes en train de nous organiser. Il y a dans chaque ministère des cellules d'études et de planification qui sont chargées du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Si vous partez dans des ministères comme le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Environnement, vous voyez qu'il y a des dispositifs
très performant de suivi des politiques publiques. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a tout un pôle de suivre les gens qui sont censés suivre l'évaluation, qui travaillent à racheter pour suivre les politiques publiques. Mais l'évaluation, quand même, est un domaine quand même qui n'est pas encore animé, qui n'est pas encore bien animé au Sénégal. Personnellement, nous avons préparé des TDR pour lancer une étude sur les capacités d'évaluation. Le niveau d'évaluation, c'est-à-dire l'état des lieux d'évaluation plus tard, faisant une évaluation potentielle en termes d'économie expérimentale de ce que l'évaluation pourrait avoir comme impact dans la performance des dépenses publiques. C'est comme nous, économistes de la régulation, ce que nous voulons, c'est-à-dire que nous savons qu'en mettant de l'argent dans la régulation, en termes d'avantages sociaux, ça peut générer des résultats. Si on met par exemple 1 franc dans la régulation, ça peut générer 5 francs de bénéfices sociaux en termes de maîtrise des tarifs et de la qualité. L'évaluation également, c'est dans la même logique. Si on met de l'argent pour l'évaluation, il faut que cet argent-là mis dans l'évaluation soit justifié par des retombées conséquentes en termes de performance et d'économie de la dépense publique. Donc ça, c'est la logique qui est là. Mais je suis tout à fait convaincu que si l'évaluation des politiques publiques se fait comme cela doit se faire, dans toute sa rigueur, ça pourrait avoir des impacts incommensurables en termes d'économie et de finances publiques. Donc ça, c'est vraiment une étude que nous avons lancée et avec l'apport des universitaires, des scientifiques, nous pourrons effectivement avoir des ingrédients qui nous permettront de définir au moins un plan, une politique nationale d'évaluation qui sera alignée sur le master plan 2024-2034, peut-être en interne avoir un plan stratégique qui sera aligné sur la politique, sur le plan quinquennal de développement, qui est donc décliné dans le nouveau référentiel et qui contient 30 projets et programmes majeurs, 25 réformes, et qui dit réformes d'évaluation, parce qu'on ne peut pas réformer efficacement sans avoir des éléments d'appréciation qui permettent de faire ces réformes. Donc voilà tout l'enjeu maintenant de l'évaluation dans le nouveau, selon l'entendement du nouveau régime. Et donc il y a toute une coordination à faire. Donc, à partir de la présence, peut-être qu'on va essayer de tout faire. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du ministère de l'économie, du plan de la coopération, il y a déjà une bonne mécanique de suivi des projets. Je suis allé donc rencontrer ceux qui sont chargés de ces projets-là. Ils sont en train de suivre 214 projets dans le cadre de la coopération, même si la coopération Banque mondiale FMI n'est pas prise en compte dans le suivi. La coopération Banque mondiale FMI est peut-être suivie au niveau du ministère des Finances et du Budget. Donc voilà une organisation qui est déjà en place et qui est à l'œuvre et qui fait des résultats. Nous avons pu visualiser ce qui fait en termes de suivi maintenant. Ce qu'il faut compléter, c'est créer des mécanismes de coordination pour pouvoir donc se lancer dans une bonne dynamique d'évaluation. Généralement, les problèmes posés dans l'évaluation au Sénégal, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un rapport d'évaluation du système de santé au Sénégal. Mais malheureusement, cette évaluation a duré 3 ans. On fait beaucoup d'argent. Et donc, quand on fait l'évaluation au bout de 3 ans, peut-être entre-temps, beaucoup de choses ont évolué et que le rapport ne peut pas servir à grand-chose. Donc, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est peut-être aller dans le cadre donc, de la coopération, dans le cadre du gouvernement scientifique qu'il y a au niveau international dans l'évaluation, aller tout simplement se connecter sur des contrats. Parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, il y a des mécanismes d'évaluation rapide qui sont en train d'être expérimentés, pour le Canada également. Je viens de Goudray, où la coopération allemande est en train de restituer une évaluation sur ses actions dans le sens de l'accès à l'énergie verte dans le monde rural. Et on s'est rendu compte que cette évaluation commence à durer 10 mois, donc ça pourrait être raisonnable. Donc c'est tout ça qui véritablement constitue le dispositif que nous avons trouvé en place et avec l'aide de tout un chacun, nous entendons effectivement inscrire le Sénégal dans une dynamique de pratique de l'évaluation et positionner le Sénégal comme étant un pays qui aura vocation à inspirer d'autres pays. Parce que l'évaluation, également, ce n'est pas seulement une question du Sénégal. Nous sommes dans un cadre communautaire. En l'UEMOA, dans la CEDEAO, il faudra harmoniser, coordonner au niveau de l'UEMOA, mutualiser les moyens, coordonner sur le plan des pratiques et essayer d'avoir une vision beaucoup plus communautaire de cela. Il y a également un aspect important parce que, comme vous l'avez dit, on vient d'entendu un peu, les questions d'évaluation, c'est vraiment
très complexe, parce que la publication commence par toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans la coordination des politiques publiques. Même quand on regarde l'application du budget programme, il y a une approche sectorielle qui manque. Parce que si chaque ministère dans son coin fait des projets en ligne de performance qui doivent être visibles dans un rapport de performance et qu'il n'y a pas des approches pour voir quelle connexion il y a entre programmes, entre ministères, ça pose des problèmes. Je pense que ça, c'est un chantier important qu'il nous faudra investir. Parce que rien que l'application stricte du budget programme au niveau des ministères, pour les cas, permet d'avoir beaucoup de résultats en termes de suivi. Parce que la logique, c'est que le suivi est le premier élément de la chaîne du suivi et de l'évaluation de la prospective. L'évaluation également est un autre élément. Et tout ceci doit servir d'une prospective globale. Et d'ailleurs, au niveau de la présidence de la République, vous êtes à la il y a un bureau chargé de l'intelligence et de la prospective économique. Et tout ça, c'est une chaîne qui est en train d'être mise en place pour tout simplement assurer une bonne dynamique qui permettra de bien donner probablement des statistiques, des chiffres, des bases de données. Et une coopération est prévue avec l'ANSD pour émerger ce délai-là et vraiment mettre en place une pratique qui permettra au Sénégal d'être résilient sur le plan de l'évaluation des politiques publiques. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire au départ.